Donc, on va regarder l'énoncé ensemble. Des cellules ont été infectées par le poliovirus type 2 sauvage, W, ou par un mutant de ce virus, M. La synthèse protéique au cours de l'infection a été mesurée en rajoutant dans le milieu de culture de la méthionine S35. Et on vous demande quel est l'effet de l'infection sur la traduction. Alors donc, ils ont utilisé une technique très simple pour mesurer la traduction dans les cellules, puisqu'ils ont simplement incubé des cellules avec un précurseur radioactif, de la méthionine S35, et puis à différents temps, ils prélèvent des cellules, ils font un extrait protéique qu'ils déposent sur un gel, donc les protéines radioactives migrent sur le gel, et ensuite on procède immédiatement à une autoradiographie, ce qui permet de visualiser, c'est indiqué ici dans la piste de contrôle, d'avoir une idée de la traduction dans les cellules. Les bandes et ces smears correspondent à des protéines synthétisées. Et donc, au temps t égale 0, donc, ils ont infecté des cellules par le poliovirus, soit un virus sauvage, soit un virus muté, donc moins infectieux. Et ils prélèvent donc des échantillons après 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc, la piste, pour chaque temps, la piste de gauche correspond aux cellules infectées avec le virus sauvage et la piste de droite aux cellules infectées avec le virus mutant. Donc, sauvage, mutant, sauvage, mutant, sauvage, mutant, sauvage, mutant, etc. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Alors, on peut faire plusieurs observations. D'abord, si on regarde les pistes dans lesquelles on a infecté les cellules avec le virus sauvage, on voit que lors de l'infection, on a de moins en moins de protéines présentes, comparé à la piste contrôle. Donc, on peut dire qu'on a une inhibition de la traduction cellulaire. Donc, on a une inhibition de la traduction cellulaire durant l'infection virale. On voit également que cette inhibition est beaucoup moins marquée lorsque l'on infecte avec un virus muté, qui est moins virulent, donc les pistes M, on voit une diminution dans la quantité des protéines virales, mais elle est beaucoup moins importante. Dans les protéines cellulaires, pardon, mais elle est beaucoup moins importante. Alors, une dernière observation que l'on peut faire, et donc, il faut regarder les petites flèches bleues. On inhibe la traduction cellulaire, mais on voit apparaître ici des protéines qui n'étaient pas présentes dans l'extrait non infecté. Et en fait, donc ces protéines correspondent aux protéines du virus. Donc on observe la synthèse des protéines virales. Alors, dans la suite de cet exercice, nous, ce à quoi on va s'intéresser, ce n'est pas la synthèse des protéines virales, mais c'est cette inhibition de la traduction cellulaire. On va regarder par quel mécanisme la traduction cellulaire est inhibée dans les cellules infectées. Alors, pour comprendre ce qui se passe, donc, on vous présente deux expériences. Donc, dans cette première expérience, on a mesuré la phosphorylation du facteur EIF2 à différents temps post-infection. Quel rôle joue le facteur EIF2 au cours de la traduction? Et on vous demande de décrire le résultat d'expérience. Donc, pour décrire le résultat de l'expérience et comprendre ce qui se passe, il faut d'abord rappeler le rôle de cette protéine EIF2. Donc, je vous ai mis un petit schéma pour illustrer donc, le rôle de ce facteur EIF2. Donc, je vous rappelle que EIF2, c'est un facteur d'initiation, donc impliqué dans l'étape d'initiation de la traduction. Et donc, si vous regardez ce schéma, vous voyez que EIF2 forme un complexe avec une molécule de GTP et il lie également le tRNA qu'on a représenté ici en noir, le tRNA initiateur, donc celui qui porte la méthionine qui démarre la traduction. Et donc, on forme ainsi un complexe ternaire qui vient se lier à la petite sous-unité ribosomiale. Alors, faites attention
ce schéma est également le schéma que je vous projeterai à la fin de l'exercice. Ces schémas sont incorrects parce qu'en fait, donc, la liaison de ce complexe ternaire à la petite sous-unité ribosomiale ne se fait pas au niveau du codon AUG, comme c'est représenté ici, hein. Mais cette liaison se fait à l'extrémité 5' de l'ARN au niveau de la coiffe. C'est au niveau de la coiffe que se lie la petite sous-unité et que va également venir se lier ce complexe ternaire. Et puis ensuite, le tout, plus d'autres facteurs d'initiation, vont migrer vers le codon initiateur. Et donc, toujours est-il que donc, le rôle du facteur EIF2 est d'amener le tRNA initiateur avec la méthionine au niveau du ribosome. Donc, maintenant qu'on a revu le rôle de cette protéine, donc on va regarder l'expérience et décrire le résultat. Donc, dans cette expérience, ils ont analysé la protéine EIF2 à différents temps après infection par le poliovirus sauvage, 1 heure, 3 heures, 5 heures, 7 heures. Et donc, ils suivent à la fois les formes non phosphorylées de IF2 et la forme phosphorylée de IF2. Alors, très souvent, ça ne marche pas pour toutes les protéines, mais très souvent, les protéines qui sont phosphorylées, on peut distinguer les deux formes par Western blot. Parce que la forme phosphorylée et la forme non phosphorylée n'ont pas la même migration au travers du gel. Et donc, on peut distinguer deux bandes. C'est le cas ici. Donc, la forme non phosphorylée se trouve ici et la forme phosphorylée ici. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, dans les cellules non infectées, EIF2 n'est pas phosphorylé. Et puis ensuite, lors de l'infection, on voit que la forme non phosphorylée diminue en intensité, cette bande diminue en intensité, et parallèlement à ça, on voit apparaître la forme phosphorylée de IF2. Cette bande augmente en intensité au cours de l'infection. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que ce facteur EIF2 est phosphorylé lors de l'infection virale. Donc ça, c'est une première observation. Alors, deuxième expérience. Dans cette deuxième expérience, donc, les formes phosphorylées et non phosphorylées de IF2 ont été purifiées et incubées en présence de GDP tricier afin de charger ces protéines en GDP. Ces protéines sont ensuite incubées en présence de IF2B et de GTP non radioactifs. La quantité de radioactivité associée à IF2 est alors mesurée au cours de l'expérience. Vous avez le résultat de ces mesures en dessous. Alors, on va reprendre cet énoncé un peu plus calmement et par étapes. Mais d'abord, on vous demande quel est le rôle de la protéine EIF2B, ce qui permettra de comprendre l'objectif de cette expérience. Alors, donc, ce facteur EIF2B, il était présent sur le schéma que je vous avais montré précédemment. Donc, ce facteur EIF2B va participer donc, au recyclage de ce facteur EIF2. Et donc, si on reprend le schéma là où on s'est arrêté lors de la diapo précédente, donc le facteur EIF2 amène le tRNA initiateur au niveau de la petite sous-unité ribosomiale, et à la fin de l'étape d'initiation, les facteurs d'initiation vont se dissocier. Et donc ce facteur EIF2 va se dissocier, c'est ce qui est représenté ici. Et cette dissociation s'accompagne d'une hydrolyse de GTP en GDP. Le GTP était représenté par une petite boule verte et maintenant on a un petit carré rouge qui représente le GDP. Et donc ensuite, ce facteur doit être recyclé. Il faut échanger le GDP contre du GTP de façon à ce que ce facteur soit utilisable pour réinitier
la traduction une fois de plus. Et donc, l'échange de GDP par du GTP est réalisé par cette protéine EIF2B, qu'on appelle une protéine GEF ou GTP Exchange Factor. Donc, c'est cette protéine qui va remplacer la molécule de GDP liée à EIF2 contre du GTP. Ça, c'est la fonction de cette protéine. Donc, du coup, on comprend mieux l'objectif de cette expérience. Donc, j'ai fait un petit schéma pour décrire l'expérience. Donc, on a purifié EIF2 ou la forme phosphorylée d'EIF2. Donc, on a ces deux protéines, chacune dans un tube différent. Donc, on fait deux expériences en parallèle. Lorsqu'on purifie ces protéines, elles ne sont pas associées à un nucléotide, ni GTP ni GTP. Donc, dans une première étape, on va incuber ces protéines avec du GDP tricier, qu'on va former, comme c'est indiqué là, un complexe entre EIF2 et le GDP tricier, ou entre EIF2 phosphorylé et le GDP tricier. Et ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on rajoute maintenant dans le milieu réactionnel la protéine EIF2B, donc le facteur d'échange, et du GTP. Et donc, si l'échange a lieu, si EIF2B catalyse l'échange de GDP par du GTP, on va donc échanger ce GDP tricier par une molécule de GTP qui est non radioactif. Et donc, c'est pourquoi on va suivre la radioactivité associée à EIF2. On va mesurer la radioactivité associée à EIF2. Si la radioactivité associée à EIF2 diminue, cela signifie que EIF2B a échangé du GDP tricier contre du GTP au niveau de ce facteur EIF2. On a échangé un nucléotide radioactif contre un nucléotide non radioactif. Et à ce moment-là, la radioactivité associée à EIF2 diminue. Et donc, du coup, vous avez le résultat de cette expérience, qui est représenté ici. Donc, en ordonnée, on a mesuré donc, la radioactivité associée à EIF2 et qui est liée à la présence de ce GDP tricier, ici. Alors, ce sont des valeurs relatives. On considère qu'au départ, la radioactivité est de 100%, donc toutes les molécules de IF2 sont chargées avec du GDP tricier, et puis ensuite, on évalue la décroissance de radioactivité en pourcentage par rapport à la valeur de départ. Donc, on a prélevé des échantillons à 2, 4 et 6 minutes après avoir ajouté le facteur d'échange et le GTP non radioactif. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Donc, pour EIF2, vous voyez que la radioactivité associée diminue rapidement. Donc, ça veut dire qu'il y a bien échange de GDP tricier contre le GTP non radioactif. Donc, l'échange a lieu. Si on fait la même expérience maintenant avec la forme phosphorylée de IF2, vous avez la courbe ici, c'est les petits ronds blancs, on voit que la radioactivité associée à IF2 diminue beaucoup plus lentement, ce qu'on avait observé pour IF2. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'échange de GDP tricier contre du GTP non radioactif se fait plus lentement. Autrement dit que cet échange est inhibé lorsque EIF2 est phosphorylé. Donc, la phosphorylation empêche cet échange de GDP contre du GTP. Et donc, à la fin de l'exercice, on vous demande de faire une synthèse. Donc, à partir des résultats des expériences précédentes et du schéma ci-dessous,
on vous demande d'expliquer comment, par quel mécanisme, la synthèse protéique est inhibée dans les cellules infectées par le poliovirus de type 2. Comment se fait cette inhibition de la traduction cellulaire? Alors, donc, c'est très simple, hein, au vu des expériences précédentes et du schéma qui, en fait, résume ce qu'on a vu sur les expériences précédentes, on comprend facilement. Donc, la partie haute du schéma, c'est simplement le cycle du facteur EIF2, tel que je l'avais montré sur les schémas précédents. On voit le recyclage de ce facteur. Alors, qu'est-ce qui se passe lors d'une infection virale? Lors d'une infection virale, des kinases vont être activées dans les cellules. Et donc, ces kinases vont phosphoryler le facteur EIF2. Le facteur EIF2 lié au GDP pourra s'associer, pourra venir se lier au niveau du site actif du facteur d'échange, EIF2B. Mais l'échange n'aura pas lieu et la protéine EIF2 restera séquestrée au niveau de ce site actif. Elle ne pourra plus se dissocier. Conséquence, mais du coup, on aura dans la cellule beaucoup moins d'EIF2-GTP disponible pour initier la traduction. Et donc, ainsi, la traduction sera bloquée. On bloque l'étape d'initiation de la traduction, hein, en inhibant un des facteurs d'initiation, en tout cas en le rendant moins disponible. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier exercice? Donc, vous voyez que c'est un mécanisme de régulation de la traduction qui est global. On ne va pas bloquer spécifiquement la traduction d'un ARN messager donné, mais on bloque de manière globale la traduction dans la cellule. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame. Oui. Alors, j'ai pas bien compris la différence entre EIF2 et EIF2B. Alors, EIF2, c'est le petit facteur qui se trouve ici en bleu. C'est ce facteur qui va, ce facteur d'initiation, c'est lui qui amène le tRNA qu'on a représenté là par ce L à l'envers, qui amène ce tRNA au niveau de la petite sous-unité ribosomiale. D'accord? Donc, il permet l'initiation de la traduction. Le facteur EIF2B, lui, c'est une protéine qui va permettre de recycler le facteur EIF2, comme c'est indiqué ici. Parce qu'à la fin de l'étape d'initiation, EIF2 n'est plus lié à du GTP, mais il est lié à du GDP, qui est représenté par la petite boule orange ici. Et donc, pour être réutilisé pour initier la traduction, vous voyez qu'il doit être associé à du GTP. Donc, il faut remplacer ce GDP par du GTP. D'accord? Il faut recycler ce facteur. Et donc, c'est à ça que sert la protéine EIF2B. C'est ce qu'on appelle un facteur d'échange. Elle remplace la molécule de GDP qui est associée à UF2 par une molécule de GTP. Est-ce que c'est bon? Oui, merci. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est ça? C'est bon? Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va passer à l'exercice suivant. Et donc, cette fois-ci, on va étudier la régulation de la traduction lors d'une phase du cycle cellulaire, en particulier la phase de mitose. Là, on s'intéresse à la traduction durant la phase de mitose du cycle cellulaire. Donc, la vitesse de traduction est mesurée dans des cellules asynchrones et dans des cellules arrêtées en mitose. Donc, pour regarder spécifiquement la traduction dans la phase de mitose, il faut pouvoir la comparer avec des cellules qui ne sont pas en mitose. C'est pour ça qu'ils ont donc deux types de cellules.
des cellules asynchrones. Alors, ce qu'on appelle des cellules asynchrones, ce sont des cellules, un mélange de cellules qui sont aux différents stades du cycle cellulaire, et d'autre part, une population de cellules qui, elles, sont toutes arrêtées durant la phase de mitose du cycle cellulaire, qui sont toutes dans la même phase du cycle. Et donc, le panneau A de la figure est simplement une caractérisation de ces cellules. On vérifie bien que les cellules asynchrones sont des cellules asynchrones et que les cellules arrêtées en mitose sont bien des cellules arrêtées en mitose. Et donc, pour caractériser ces cellules, ils ont fait une analyse au fax. Donc, le fax est un trieur de cellules. Et donc, on a trié les cellules en fonction de la quantité d'ADN qui était présent dans les cellules. Donc, soit on a la réplication qui n'a pas encore eu lieu, et donc on a une quantité 2N, si je puis dire, puisqu'on est diploïde 2N d'ADN, ça correspond aux cellules qui sont là, ou alors on a dupliqué le matériel génétique, qu'on a eu réplication, et donc on a 4N, on a doublé la quantité d'ADN. Et donc la région ici grisée avec les petits points correspond à des cellules qui sont en train de répliquer leur ADN. Donc, en mesurant la surface de ces différents pics, on peut déterminer quel pourcentage des cellules n'ont pas encore répliqué leur ADN et donc sont en phase G1. On en a 40%. On en a ici 35% qui sont en phase S, cours de réplication, et on en a 25% qui sont en phase G2 mitose. Donc, on a bien une population asynchrone. Et ici, donc, c'est les cellules qui ont été arrêtées en mitose avec un inhibiteur. On utilise une molécule inhibitrice qui bloque la mitose. Et donc, les cellules sont arrêtées à ce stade du cycle. Et donc, on voit que ça marche relativement bien, puisqu'on a 85% des cellules qui sont arrêtées en mitose. On n'a plus que 5% des cellules en phase S et 10% en phase G. Donc, ces cellules, on va les utiliser dans différentes expériences. C'est pour ça que j'insiste un petit peu pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. On les retrouvera, on les utilisera dans les diapos que je vous présenterai par après. Donc, la première chose qu'ils ont mesurée donc, dans ces deux types de cellules, c'est la vitesse de traduction, plutôt la quantité de protéines produites. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a beaucoup plus de synthèse protéique dans les cellules asynchrones que dans les cellules qui sont arrêtées en mitose. Donc, une première information que l'on peut tirer de cette expérience, c'est que la traduction semble être inhibée durant la phase de mitose. Donc, on a moins de traduction durant la phase M du cycle cellulaire. Alors, dans cette deuxième expérience, ils ont un petit peu approfondi cette première observation, puisqu'en effet, donc, ils ont comparé les efficacités de traduction de 3 ARN messagers cellulaires dans les cellules mitotiques et dans les cellules asynchrones. Pour cela, donc, les cellules sont incubées 30 minutes en présence de méthionine, cystéine S35, puis les protéines vimentine, nucléophosmine et bêta-actine sont purifiées par immunoprécipitation et analysées par électrophorèse suivie d'une autoradiographie. Donc, le résultat se trouve ici. Et en contrôle, les ARN correspondants ont été analysés. Donc là, on a l'analyse des ARN et là, l'analyse des protéines. Alors, pourquoi ont-ils analysé les ARN? Donc, si on veut comparer les efficacités de traduction dans ces deux types de cellules, il faut partir de la même quantité d'ARN messager. Pas nécessairement la même quantité de cellules, mais la même quantité d'ARN. C'est pour ça qu'il y a ce contrôle. Pour une même quantité d'ARN, on produira plus ou moins de protéines. Alors là, on va voir l'analyse du résultat de cette expérience et essayer de tirer une conclusion quant au processus de traduction durant la phase de mitose. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Donc,
Si on regarde les ARN, donc là, on voit bien qu'on a la même quantité d'ARN hein, dans les cellules contrôle asynchrone et dans les cellules arrêtées en mitose. Par contre, si on regarde la quantité de protéines, les protéines étant analysées par immunoprécipitation suivie d'une électrophorèse et d'une autoradiographie, puisque la synthèse a été réalisée en présence de précurseurs radioactifs, qu'est-ce qu'on observe? On observe que pour la nucléophosmine et la vimentine, on a plus de protéines, là c'est pas très marqué, mais on voit quand même que la bande est plus épaisse, on a plus de protéines produites durant la phase de mitose que dans les cellules qui sont asynchrones. Par contre, pour la bêta-actine, c'est l'inverse, on a moins de protéines produites dans les cellules arrêtées en mitose. Donc, si on compare ce résultat avec le résultat de l'expérience précédente, je vous rappelle, avait montré qu'on avait une inhibition de la traduction durant la phase de mitose, eh bien, si on combine ces deux expériences, je dirais qu'il faut un petit peu moduler les choses. C'est vrai que la traduction est globalement inhibée durant la phase de mitose. Cependant, certains gènes vont continuer à être abondamment traduits durant cette phase de mitose. C'est notamment le cas de la nucléophosmine et de la vimentine. Et ces gènes, en fait, ils codent pour des protéines qui sont impliquées dans la division cellulaire. Donc des protéines dont les cellules ont besoin durant la phase de mitose. Et par exemple, la nucléophosmine est une protéine qui est associée au fuseau mitotique. Donc, une protéine nécessaire durant la phase de mitose. Alors, on ne va pas dans la suite de l'exercice regarder par quel mécanisme est inhibée la traduction durant la phase de mitose. Je pense qu'on a dû un petit peu vous en parler en cours. Donc, c'est un petit peu un mécanisme qui ressemble au mécanisme que l'on a vu dans le premier exercice. On va bloquer la disponibilité, empêcher la disponibilité d'un facteur d'initiation. Et dans ce cas-ci, c'est le facteur EIF4. EIF4E, qui va être hypophosphorylé durant la phase de mitose. Et du coup, on bloque l'initiation au niveau de la coiffe, parce qu'il manque un facteur d'initiation. On bloque la traduction au niveau de l'initiation par la coiffe. Nous, ce que l'on va regarder, c'est comment certains gènes peuvent continuer à être traduits abondamment durant la phase de mitose. Par quel mécanisme? Alors, pour comprendre ce qui se passe, on vous présente ici une expérience dans laquelle les séquences 5' UTR, donc les régions non traduites en 5' des ARN messagers, donc des ARN messagers vimentine, nucléophosmine et bêta-actine, les trois qu'on a étudiés précédemment, ont été introduites dans un plasmide. Lorsque ces derniers est transfecté dans des cellules, il permet la synthèse d'un ARN messager codant pour deux protéines, la luciférase de Renilla et la luciférase de la luciole, luciole firefly. Et donc vous avez ici la structure de cet ARN messager qui est produit à partir du plasmide. Donc vous voyez qu'il porte une coiffe. On a ensuite une première région codant pour la luciférase de Renilla. En noir, c'est la région où on va insérer, où on a donc inséré les séquences 5' UTR des ARN messagers vimentine, nucléophosmine et bêta-actine. Et puis ensuite, on a la deuxième phase ouverte qui code pour la luciférase de la luciole. Et donc, on peut facilement suivre la traduction de ces deux protéines en mesurant l'activité luciférase. Et en fait, la longueur d'onde de l'émission lumineuse de la luciférase de Renilla n'est pas la même que celle pour la luciférase de la luciole. Donc, on peut facilement distinguer les deux activités luciférases. Parce que l'émission lumineuse ne se fait pas à la même longueur d'onde. Alors, pour comprendre
l'objectif de cette expérience, on vous pose donc une première question. On vous demande comment procède l'initiation de la traduction, donc le mécanisme d'initiation pour la luciférase de Renilla. Alors, donc, vous voyez que la luciférase de Renilla, la région codante pour cette luciférase est précédée d'une coiffe, donc il est très probable que la traduction de la luciférase de Renilla est initiée au niveau de cette coiffe. La petite sous-unité ribosomiale va se lier au niveau de cette coiffe, puis se déplacer jusqu'à rencontrer le codon initiateur. Alors, même question maintenant pour la luciférase de la luciole. Comment va être initiée la traduction de cette protéine? Donc, cette fois-ci, la traduction ne va pas pouvoir être initiée au niveau de la coiffe. Parce qu'en effet, donc les ribosomes, les petites sous-unités ribosomiales qui se lient au niveau de la coiffe, puis les ribosomes qui vont s'assembler ici au niveau du codon initiateur, vont traduire la formation codant pour la luciférase de Renilla, mais ici, au niveau du codon stop, les ribosomes vont se dissocier. Il y aura donc dissociation des ribosomes. Et les ribosomes ne poursuivront pas, ne continueront pas à cheminer le long de l'ARN messager pour traduire la deuxième protéine. La grosse majorité va se dissocier à cet endroit. Donc, pour produire la luciférase de la luciole, il faut recruter des ribosomes ici, en amont de cette phase ouverte. Et il faut rappeler que le seul mécanisme qui permet de recruter des ribosomes à l'intérieur d'un ARN messager, c'est par l'intermédiaire de séquences IRES. Donc la traduction devra être IRES dépendante, devra être initiée en présence de séquences IRES. Et du coup, on comprend l'objectif de cette expérience. Parce que l'endroit où on va insérer les séquences, où devraient se trouver les séquences IRES, est en fait l'endroit où on va insérer les régions 5' UTR de la vimentine, bêta-actine ou nucléophosmine. Donc, dans cette expérience, on va regarder si ces régions 5' UTR de la vimentine, de la bêta-actine et de la nucléophosmine contiennent une séquence IRES. Si elles contiennent une séquence IRES, lorsqu'on va les insérer à cet endroit, on permettra la synthèse de la luciférase de la luciole. C'est ce que j'ai résumé là. Cette expérience permet de mettre en évidence la présence de séquences IRES dans les régions 5' UTR des ARN messagers vimentine, nucléophosmine et bêta-actine. Alors, donc, quel est le résultat de cette expérience? Alors, ils n'ont pas présenté les résultats en présentant deux graphiques, avec un des graphiques où ils mesurent l'activité luciférase de Renilla et un autre où ils mesurent l'activité luciférase de la luciole. Ils ont fait qu'un seul graphique et donc en ordonnée, ils ont représenté les rapports entre l'activité luciférase de la luciole et l'activité luciférase de Renilla. Donc c'est un rapport d'activité. Et donc avant d'interpréter ces résultats, il faut d'abord que l'on comprenne ce que signifient ces rapports, et en particulier les valeurs de ces rapports. Vous voyez que dans certains cas, ce rapport a une valeur élevée, et dans d'autres cas, ce rapport a une valeur faible. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, si ce rapport a une valeur élevée, comme par exemple ici, donc ça signifie que l'activité de la luciole est grande et que l'activité de la luciférase de Renilla est petite. Donc le numérateur est grand et le dénominateur est petit. Donc on a beaucoup d'activité luciférase de la luciole. Donc si on a beaucoup d'activité luciférase de la luciole, ça signifie qu'on avait une séquence IRES. Donc une valeur élevée du rapport indique une traduction préférentielle à partir de séquences IRES. Par contre,
si ce rapport est faible. Donc ça signifie cette fois-ci que le numérateur, donc l'activité luciférase de la luciole, est petit, et que le dénominateur, donc l'activité luciférase de Rényla, est grand. Et donc que l'on a essentiellement une traduction qui est initiée à partir de la coiffe et qui permet de produire cette protéine, la luciférase de Rényla. Et donc à présent, maintenant qu'on a compris ce que représentaient ces rapports d'activité, on peut à présent donc interpréter ce résultat. Donc on vous demande donc à partir des données du graphique, expliquer le mécanisme qui permet aux cellules d'assurer une traduction sélective de certaines protéines durant la phase de mitose. Donc regardons d'abord la partie verte. Donc je vous rappelle que la nucléophosmine et la vimentine sont les deux protéines qui sont exprimées durant la phase de mitose. Ils sont abondamment exprimés durant cette phase. Donc piste 1 et 2, on a introduit la région 5' UTR de la nucléophosmine dans le plasmide. Et donc on produit cet ARN dans à la fois des cellules mitotiques, c'est le 2, et des cellules asynchrones, c'est le 1. Donc on a transfecté ce plasmide dans des cellules asynchrones et dans des cellules mitotiques. Et donc ensuite on mesure ce rapport d'activité dans les deux types de cellules. Et donc qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans les cellules mitotiques, on a un rapport d'activité élevé. Donc ça signifie d'une part qu'on a au niveau de la région 5' UTR de la nucléophosmine une séquence IRES, sinon ce rapport ne pourrait pas être élevé. Et si on compare les deux types de cellules, les cellules asynchrones et les cellules mitotiques, on se rend compte que les séquences IRES vont être utilisées préférentiellement durant la phase de mitose et beaucoup moins dans les cellules asynchrones. Et c'est la même chose pour la vimentine. Donc, on a une séquence IRES dans la région 5' UTR de la vimentine, puisqu'en effet, on peut observer des rapports élevés. Et en plus de ça, on voit que ce rapport est beaucoup plus élevé dans les cellules mitotiques que dans les cellules asynchrones. Donc, cette séquence IRES est préférentiellement utilisée dans les cellules mitotiques. Donc, c'est ce qui est résumé ici. Donc, les régions 5' UTR des ARN messagers vimentine et nucléophosmine portent une séquence IRES et la traduction est surtout initiée à partir des séquences IRES durant la phase de mitose. Alors, la bêta-actine servait de contrôle. Donc là, c'est la région 5' UTR de la bêta-actine qui a été introduite dans le plasmide, puis transfectée dans les cellules asynchrones ou mitotiques. Et vous voyez que le rapport d'activité luciférase est faible dans les deux cas. Donc, il n'y a pas de séquence IRES dans la région 5' UTR de l'ARN messager bêta-actine. Et donc, la traduction, là, est toujours coiffe dépendante. Et donc, pour résumer, c'est la présence de séquences IRES qui permet la traduction sélective de certains ARN messagers durant la phase de mitose. Donc, les ARN messagers codant pour des protéines impliquées dans la phase de mitose, généralement possèdent une séquence IRES. Et donc, grâce à ces séquences IRES, la traduction de ces ARN peut avoir lieu alors que la traduction à partir de la coiffe est inhibée durant la phase de mitose. La traduction coiffe dépendante est inhibée durant la phase de mitose, mais pas la traduction IRES dépendante. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce deuxième exercice? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne?
Madame, Oui. si vous pouvez juste revenir sur la première diapo de cette partie, cet exercice sur la présentation du gène. Lequel? La toute première Non, diapo, ça? par la première. Non, 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 pas la première. Oui, celle-ci, oui, s'il vous plaît. Des questions? Non? Bien, s'il n'y a pas de questions, donc à ce moment-là, on va passer au dernier exercice. C'est bon, je peux passer à aux diapos suivantes? Oui, merci. Ok. Ah, attendez, là, j'ai une... Le petit delta représente quoi? Où est-ce qu'il... Ah non, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc dans ce dernier exercice, on va revenir sur la régulation de l'expression des gènes codants pour les histones. Donc, on va vous poser une série de questions et vous avez également un schéma récapitulatif. Et par l'analyse de ce schéma et la réponse à ces questions, on va revoir donc ce mécanisme de régulation. Et puis ensuite, on l'illustrera par deux expériences. Alors, donc l'expression des protéines histones est régulée au cours du cycle cellulaire. Ah oui, sans doute. Donc, à quelle phase du cycle cellulaire les protéines histones sont-elles exprimées? Donc, je vous rappelle que les protéines histones vont être exprimées durant la phase S du cycle cellulaire. Donc, en effet, donc, vous vous rappelez que les protéines histones font partie des nucléosomes, hein, et donc, après le passage de la fourche de réplication, lors de la phase S du cycle cellulaire, eh bien, il va falloir former, assembler de nouveaux nucléosomes, hein, puisqu'on a doublé la quantité d'ADN. Et donc, c'est durant cette phase du cycle cellulaire que des protéines histones sont nécessaires. Hein. Donc, elles sont exprimées en phase S. Ça, c'est une première information. On vous demande également quelles sont les particularités des ARN messagers d'histones. Alors, la particularité des ARN messagers d'histones, c'est qu'ils sont dépourvus de queue poly-A. Ce sont des ARN qui ne portent pas de queue poly-A. Alors, accessoirement, mais ça ne va pas impacter le processus de régulation de l'expression que l'on va étudier, je vous signale également que les gènes codants pour les histones sont dépourvus d'introns. Ce sont des gènes dans lesquels il n'y a pas d'introns. Alors, donc ces ARN messagers sont dépourvus de queue poly-A. Et donc, je vous ai rappelé au bas de la diapo quel était le rôle de la queue poly-A. Et donc, quels étaient les problèmes potentiels auxquels elle serait confrontée, cet ARN messager dépourvu de queue poly-A. Alors, je vous rappelle que la queue poly-A, d'abord, elle va protéger l'extrémité 3' de l'ARN messager. La queue poly-A est recouverte de protéines, notamment les protéines PAB, et donc ça va protéger l'extrémité de l'ARN des dégradations par les exonucléases. La queue poly-A est également nécessaire pour le transport du noyau vers le cytoplasme. Un ARN qui ne porte pas de queue poly-A, généralement, il est considéré comme incorrectement maturé et il est dégradé dans le noyau. Il n'est pas transporté du noyau vers le cytoplasme. La queue poly-A est un signal nécessaire pour le transport du noyau vers le cytoplasme. On a vu également que la queue poly-A était nécessaire pour une traduction efficace
de l'ARN messager, puisqu'en effet, grâce à la queue poly-A, et en particulier aux protéines qui sont liées à la queue poly-A, donc les protéines PAB, on pouvait former ce qu'on appelle les polysomes circulaires. Et donc, lorsque l'ARN messager se circularise, on a une traduction plus efficace. Donc la queue poly-A permet une traduction efficace de l'ARN messager. Et enfin, je vous rappelle que l'addition de la queue poly-A, donc cette étape de maturation du pré-ARN messager, est couplée avec la terminaison de la transcription. Donc c'est lorsque le pré-ARN messager est clivé, est coupé, pour ensuite permettre l'action de la poly-A polymérase qui va rajouter la queue poly-A. Donc c'est ce clivage du pré-ARN messager qui est le signal de terminaison de la transcription. Donc l'ARN polymérase ensuite, donc elle va se dissocier et arrêter la transcription. Et donc tout ça devient problématique si l'ARN messager est dépourvu de queue poly-A. Madame, excusez-moi. Oui. Vous avez dit que l'ARN qui code les histones, il n'a pas de poly-A, mais qu'en même temps, si on n'a pas de poly-A, l'ARN sera éliminé. Mais du coup, comment ça se passe pour les ARN codant pour les histones? C'est ce qu'on va voir justement. Donc là, je vous présente les problèmes. Donc là, ils sont dépourvus de queue poly-A. Donc il faut qu'il y ait une solution pour permettre justement la production des histones. D'accord? Oui. Donc c'est ce qu'on va voir justement sur les diapos suivantes. Comment on va contourner ces problèmes. Alors, question suivante. Quelle protéine joue un rôle clé dans l'expression des protéines histones? Alors, je vous rappelle que c'est quand même une régulation que vous avez vue en cours, tout à la fin du cours. Vincent Coulon vous en a parlé. Donc, soit vous vous rappelez du nom de la protéine qui contrôle l'expression des protéines histones, ça s'appelle SLBP, ou alors vous regardez le schéma, vous voyez que cette protéine est présente tout le long du schéma, ce qui est un indice pour dire qu'elle doit jouer certainement un rôle. Donc, c'est la protéine SLBP qui va jouer un rôle majeur au niveau de l'expression de ces protéines, au niveau du contrôle de l'expression de ces protéines. Alors, question suivante. À quelle étape du cycle cellulaire est exprimée cette protéine SLBP? Alors là, vous avez deux endroits sur le schéma que j'ai entouré de rouge qui vous permet d'avoir des indications qu'au moment où va être exprimée cette protéine SLBP, donc vous voyez que la protéine SLBP apparaît et va pouvoir entrer dans le noyau des cellules à la transition G1S, donc au début de la phase S. Transition G1S. Et ensuite, si on continue le schéma, on voit que cette protéine SLBP va être phosphorylée par une kinase dépendante de la cycline A à la fin de la phase S, et que cette phosphorylation provoquera la dégradation de cette protéine. SLBP est alors dégradée. Donc il apparaît au début de phase S, il disparaît en fin de phase S, donc la protéine SLBP est exprimée durant la phase S du cycle cellulaire. Et donc, c'est en fait parce que la protéine SLBP est exprimée durant la phase S du cycle cellulaire que les protéines histones seront elles aussi exprimées durant la phase S du cycle cellulaire. Parce que comme on va le voir, c'est cette protéine SLBP qui va permettre l'expression des protéines histones. Donc, en vous aidant du document et des réponses précédentes, on vous demande de décrire les mécanismes de régulation de l'expression des histones. Comment se fait donc cette régulation?
Et donc, on va repartir de ce schéma que j'ai annoté pour indiquer tous les endroits où la protéine SLBP allait contrôler donc l'expression des protéines histones. Alors, on part du noyau. Donc là, on voit un pré-ARN messager d'histone qui est en train d'être synthétisé par l'ARN polymérase 2. Et donc, va apparaître sur cet ARN un signal, une séquence, qui est la séquence de liaison pour la protéine SLBP. Alors, cette séquence de liaison, vous voyez qu'on l'a représentée par une espèce de tige-boucle qu'on ne voit pas bien parce que la protéine SLBP est toujours fixée à cette structure en tige-boucle. Et donc, lorsque SLBP vient se lier à l'ARN, il va permettre le recrutement de protéines, toute une série de protéines, qui vont cliver cet ARN. Et donc ainsi permettre la terminaison de la transcription. Donc SLBP va permettre la terminaison de la transcription en l'absence de signal de polyadénylation. Donc ça, c'est un premier endroit où intervient cette protéine. Donc on continue, on regarde la suite du schéma. Donc on a maintenant produit un ARN qui ne porte pas de queue poly-A et qui est lié à SLBP. Donc cet ARN, grâce toujours à SLBP, va pouvoir être transporté du noyau vers le cytoplasme. SLBP interagit avec des protéines de transport qui permettent le transport du noyau vers le cytoplasme et ainsi, cette protéine avec l'ARN sera transportée, passera du noyau vers le cytoplasme. Ensuite, donc, cet ARN arrive dans le cytoplasme, où il va être traduit. Et donc, vous voyez que SLBP, qui est lié donc à l'extrémité 3' de l'ARN, va pouvoir interagir de manière indirecte avec le facteur EIF4G qui est lié à la coiffe. Donc, cette interaction est indirecte, il faut une protéine qui fait le pontage entre les deux et qui s'appelle SLIP1. Mais toujours est-il que grâce à cette interaction, on va donc circulariser l'ARN messager, donc former le polysome circulaire. Et donc ainsi, on va avoir une traduction efficace et abondante de cet ARN messager. Donc on va produire les protéines histones en grande quantité. Alors qu'est-ce qu'on observe sur la dernière partie du schéma? Et on observe que donc SLBP, il va venir, finalement vont venir se lier des protéines, notamment UPF1, la protéine tutase. Et donc ces protéines vont déstabiliser SLBP. Et à ce moment-là, on va pouvoir recruter des CP1, des CP2. Vous vous rappelez, ce sont les enzymes qui retirent la coiffe. Et on va également pouvoir recruter l'exosome. Et cette protéine, du coup, l'ARN va être dégradé et la protéine SLBP qui va venir se dissocier sera phosphorylée par la kinase et sera dégradée. Donc, on peut dire aussi que cette protéine SLBP, il protège l'ARN messager des dégradations. Ce n'est que lorsque cette protéine SLBP s'associe à d'autres protéines et puis ensuite qu'il se dissocie et qu'il est phosphorylé, que l'ARN sera rapidement dégradé. Que l'ARN devient instable et est rapidement dégradé. Donc pour résumer, donc à quelles étapes est régulée l'expression des histones? L'expression des histones est régulée à différentes étapes. Donc elle est régulée d'abord au niveau de la terminaison de la transcription.
elle est régulée au niveau du transport du noyau vers le cytoplasme, elle est régulée au niveau de la traduction et elle est régulée au niveau de la durée de vie de l'ARN messager. Et ces 4 régulations sont médiées par la même protéine. C'est la même protéine qui est responsable de la régulation à ces différentes étapes. Donc la protéine SLBP. Donc la régulation s'opère à différentes étapes du processus de l'expression, mais toujours par l'intermédiaire de la même protéine SLBP. Alors, donc pour illustrer ce mécanisme de régulation, vous avez 2 expériences qui vous sont décrites. Alors, donc dans une première expérience, on a donc suivi l'expression de plusieurs protéines, ainsi que l'expression des ARN dans les cellules à différents endroits du cycle cellulaire. Donc en fait, pour réaliser ces expériences de Western blot et d'analyse des ARN, ils sont partis de cellules qui ont été synchronisées, c'est-à-dire que toutes les cellules sont à la même phase du cycle cellulaire. En général, ce qu'on fait, ce qu'on appelle un thymidine block, on bloque les cellules avant l'entrée en phase S. Elles sont bloquées à l'entrée de la phase S, puis on retire l'inhibiteur et donc toutes les cellules démarrent la phase S en même temps. Puis on a des cellules qui sont synchronisées. Et donc, on a analysé ces cellules au fax à différents temps après que les cellules synchronisées ont pu rentrer dans le cycle et donc ont démarré la phase S. Donc, 0, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures. Donc, en temps t égale 0, on voit bien que c'est toujours la même chose. C'est une analyse au fax dans laquelle on mesure la quantité d'ADN dans les cellules. Donc, on voit qu'au début de l'expérience, donc, on a 2n quantités d'ADN. Donc, on est à la transition G1S. La réplication n'a pas encore démarré. 4 heures, 6 heures, 8 heures, on voit que la quantité d'ADN augmente. On passe progressivement de 2n à 4n. Donc, on a réplication de l'ADN. Et puis, subitement, ici, à 10 heures, on est repassé à 2n. Donc, ça signifie que les cellules se sont divisées. Donc, il y a eu division des cellules. Et donc, cette analyse au fax a permis d'indiquer ici, au-dessus de la légende des figures, les phases du cycle cellulaire dans lesquelles se trouvent les cellules aux différents temps. Donc, c'est simplement une caractérisation des cellules utilisées dans ces expériences. Et donc, maintenant, on va donc analyser ces expériences. Là, Western blot, analyse des protéines, là, analyse des ARN. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de voir? D'abord, regardons SLBP. Donc, vous voyez bien que SLBP, il n'est présent dans la cellule que durant la phase S du cycle cellulaire. C'est bien conforme à ce qu'on a vu précédemment. On le voit de manière abondante durant la phase S du cycle cellulaire. Par contre, il y en a beaucoup moins, il n'y en a pratiquement pas durant le reste du cycle. Par contre, si on regarde maintenant l'ARN messager codant pour la protéine SLBP, eh bien cet ARN messager, lui, on le voit, il est plus ou moins invariant tout au long du cycle cellulaire. On le voit tout le temps. Et donc, en fait, comme je l'expliquais sur les diapos précédentes, cette protéine SLBP, elle va tout le temps être produite dans les cellules. Cet ARN messager est tout le temps présent et tout le temps traduit dans les cellules. Cependant, il n'y a que durant la phase S que cette protéine est stable. Durant le reste du cycle, la protéine est phosphorylée et est dégradée.
Donc, c'est pour ça qu'on ne la voit que durant la phase S. Alors, par exemple, regardons aussi, ici, l'ARN messager codant pour une des protéines histone, qui est l'histone H3. Et donc, vous voyez que cet ARN, on ne le voit de manière abondante que durant la phase S du cycle cellulaire. 2 heures, 4 heures, 6 heures, ça correspond bien à la phase S1 et fin de phase S. Alors, en effet, si on revient au schéma précédent, en fait, donc, il n'y a pas de régulation qui s'opère au niveau de l'initiation de la transcription. Les gènes d'histone sont tout le temps transcrits, tout le long du cycle cellulaire. Mais il n'y a qu'en phase S du cycle cellulaire que cet ARN va être clivé, autrement dit qu'on aura un ARN de taille définie, sinon la transcription elle se poursuit de manière aléatoire, hein. Elle ira au-delà du gène. Et ce n'est aussi que durant la phase S que cet ARN est stabilisé par la protéine SLBP et est transporté du noyau vers le cytoplasme. En dehors de la phase S, cet ARN, il va être dégradé dans le noyau. Il sera dégradé. Donc c'est pourquoi on ne le voit pas, ou très peu, puisqu'il est dégradé. Alors, autre expérience pour illustrer donc ce mécanisme de régulation. Donc, dans cette expérience, on a bloqué l'expression de la protéine SLBP à l'aide d'un siRNA. Donc, on a utilisé la technologie des siRNA pour bloquer la synthèse d'une protéine SLBP. Alors, bien sûr, il faut toujours un contrôle, hein. Donc, un siRNA contrôle qu'on appelait C2 a également été utilisé. Et donc, on a du coup deux types de cellules. Des cellules dans lesquelles on a introduit un siRNA contrôle, donc qui exprime, ces cellules-là expriment la protéine SLBP, protéine SLBP présente dans les cellules, alors que dans les cellules de droite, on a introduit un siRNA qui bloque l'expression de SLBP, pas de SLBP. Bon, je ne vous ai pas mis le Western blot de contrôle, hein, mais bon, le contrôle est bon, on voit bien que là, il y a la protéine, et là, la protéine est absente. Alors, ce sont des cellules LA, et donc elles sont en phase S du cycle cellulaire, hein, donc la phase de réplication. Et donc, qu'est-ce que l'on mesure dans ces cellules? On regarde en fait la localisation d'un ARN messager d'histone, l'ARN messager d'histone H3. Donc, comment regarde-t-on la localisation de cet ARN messager? Par hybridation in situ, donc on effectue une hybridation in situ et on révèle la position de cet ARN messager d'histone H3 à l'aide d'anticorps couplés à un fluorochrome suivi d'une analyse par microscopie confocale de fluorescence. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? Lorsque la protéine SLBP est présente, cet ARN messager d'histone H3, en phase S, on le trouve à la périphérie ici. Alors, en fait, ces cellules ont un énorme noyau, tout l'intérieur ici, c'est le noyau, et la corolle correspond au cytoplasme. Donc, cet ARN messager codant pour l'histone H3 est dans le cytoplasme. Par contre, dans les cellules dans lesquelles on a bloqué l'expression de SLBP, donc là, il n'y a pas de protéine SLBP, eh bien, on voit que cet ARN messager s'accumule dans le noyau. On en voit bien sûr encore un peu dans le cytoplasme, mais on voit une accumulation de cet ARN dans le noyau. Et donc, cette expérience illustre le rôle de SLBP dans le transport des ARN du noyau vers le cytoplasme. Si cette protéine est absente, ce transport est bloqué. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à la régulation de l'expression des histones? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne?
Alors là, j'ai une question. Attendez, parce que je vois. Ce que l'on voit dans le cytoplasme, c'est qu'il s'y trouvait déjà. Oui, ou aussi que, bon, les siRNA, ça permet de bloquer l'expression, mais c'est quand même pas du tout ou rien. Il y a quand même un tout petit peu de SLBP qui peut être présent dans la cellule et qui pourrait être responsable de la présence de ça. Il y a deux possibilités, soit c'est parce qu'il reste encore un tout petit peu de SLBP, soit en effet qu'au moment où on a bloqué l'expression de SLBP, il y avait déjà de l'ARN dans le cytoplasme, hein. C'est en effet aussi une bonne explication. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions par rapport à ce mécanisme de régulation? Alors, hop. Y a-t-il un mécanisme pour bloquer l'adressage d'ARN messager du cytoplasme vers le noyau? Quel serait l'intérêt pour vous de faire passer un ARN messager du cytoplasme vers le noyau? Dans ce sens-là, je ne vois pas pourquoi. Je ne suis pas sûre que la question se pose dans l'autre sens. Les ARN, ils sont transportés, enfin les ARN messagers sont transportés du noyau vers le cytoplasme pour être traduits. Ils ne vont jamais être transportés dans l'autre sens, de manière active. Non? Est-ce que vous voulez reformuler votre question ou est-ce que ma réponse vous suffit? Non, d'accord. Une autre question? Non? Ok, donc s'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là. Donc, je déposerai le diaporama sur Moodle. Je vous donnerai également le lien pour visionner la vidéo si vous voulez revoir certains aspects, si j'étais un peu vite. Et donc, sinon, je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes révisions et beaucoup de courage pour vos partiels que vous aurez donc en janvier. Bien, au revoir à tous. Bonne fête, tout à fait, bonne fête à tous. Au revoir.